suis ravi de vous accueillir ce soir pour ce webinaire et encore merci pour votre fidélité aux nombreux webinaires que nous faisons depuis le début de l'année. Ce soir, on souhaite parler ensemble des solutions d'épargne pour nos enfants, nos petits-enfants, et c'est un sujet qui est d'autant plus d'actualité en cette période de fin d'année, en cette période de fêtes et d'étrennes. Nous allons voir maintenant, slide suivant, que l'épargne pour les enfants, c'est une priorité en tant que parents. Je pense qu'en tant que parents, nous avons ce devoir de sensibiliser nos enfants, mais également nos petits-enfants, à la notion d'argent, à la notion d'épargne. Ça fait partie de l'éducation financière que l'on peut leur transmettre. Et je pense que tout le monde le fait, notamment quand on achète une tirelire à nos enfants, nos petits-enfants. Ça leur permet de commencer à appréhender la notion d'argent, de commencer à compter des pièces, des billets, et donc déjà de pouvoir anticiper le comportement de dépenses et d'épargne. Notamment, on leur ouvre de temps en temps des comptes bancaires, mais on peut aussi leur ouvrir des solutions d'épargne à plus long terme. C'est sur ce dernier point qu'on va pouvoir approfondir ensemble ce soir ce webinaire. Alors, il y a une variété de dispositifs et je pense que vous le voyez notamment au travers du livret A, du compte courant, du CEL ou du PEL que beaucoup de parents ouvrent à leurs enfants. Mais il ne faut pas se tromper qu'il y a des dispositifs d'épargne pour nos mineurs, pour nos majeurs, mais qui ne répondent pas aux mêmes besoins. On va retrouver notamment un livret jeune pour nos adolescents qui ont besoin peut-être d'avoir une solution d'épargne à court terme pour épargner dans le but de s'acheter quelque chose le mois suivant. Mais même en tant qu'enfant, on a aussi des projets à plus long terme. Et nous allons en parler juste après. Et ces projets d'épargne à plus long terme, on va pouvoir les construire autour de dispositifs très intéressants et d'ailleurs complémentaires. Nous aborderons d'ailleurs ce soir le PER, l'assurance vie et le contrat de capitalisation. Maintenant, on va parler de l'assurance vie. En slide suivant, je vais notamment vous parler en quoi l'assurance vie est vraiment adaptée pour construire l'épargne de nos enfants et de nos petits-enfants. Déjà, comme je vous l'ai dit, hein, l'épargne n'est pas pour ces enfants-là que l'épargne de court terme, mais ils ont aussi des projets à long terme. Alors, ils en auront plein. Ils auront peut-être l'achat de leur voiture à leur majorité, le financement de leurs études supérieures lorsqu'ils partiront du foyer familial ou même plus tard, pourquoi pas l'achat de leur résidence principale. Donc, ils auront des projets et ces projets-là, ils pourront les réaliser au travers de leur épargne qu'ils auront construit avec vous, parents, grands-parents, dans le cadre de leur contrat d'assurance vie. Cette épargne, bien évidemment, il va falloir la placer, la faire fructifier. C'est d'ailleurs l'objectif de l'épargne longue. Et la fructification se fera notamment par des placements sur différents supports que l'on va retrouver dans l'assurance vie. Et là, l'assurance vie offre tout un panel de solutions d'investissement pour toutes les personnes, que ce soit des personnes qui seront plus ou moins averses au risque ou plus ou moins sensibles, soit au marché immobilier, soit au marché financier, que ce soit coté en bourse ou non coté. En tout cas, nous avons plein de solutions pour placer l'épargne de nos enfants et de nos petits-enfants dans leur cadre de leur contrat d'assurance vie pour faire fructifier cette épargne-là. Et enfin, qui dit faire fructifier l'épargne dit qu'au moment où ils en auront besoin pour réaliser ces projets, j'en ai cité par exemple 3, hein, achat de résidence principale, une voiture, mais ça peut être d'autres, quand ils disposeront de cet argent-là et donc ils vont la retirer de leur contrat d'assurance vie, il ne faut pas non plus qu'ils aient une fiscalité trop lourde. Et c'est là où l'assurance vie propose un cadre fiscal extrêmement favorable, d'autant plus quand le contrat d'assurance vie a déjà une certaine antériorité fiscale, d'où la nécessité que l'on a, nous, en tant que parents, voire grands-parents, d'ouvrir des contrats d'assurance vie dès que possible à nos enfants. Et il n'y a pas d'âge minimum pour leur ouvrir ce type de solution d'épargne. Maintenant, en cette suivant, on parle souvent d'assurance vie, mais il ne faut pas oublier que dans l'épargne longue, il y a certes l'assurance vie, mais il existe également le contrat de capitalisation. Et je pense qu'il est intéressant ce soir que l'on fasse ensemble cet exercice de bien comprendre les attentes que l'on peut avoir de ces deux contrats qui ne répondent pas toujours aux mêmes besoins ou qui peuvent accompagner différemment les besoins de nos enfants et de nos petits-enfants. Et donc, à ce titre, je souhaiterais d'abord passer la parole à vous, Johan, notamment sur l'assurance vie. Pouvez-vous nous parler des particularités de l'assurance vie et en quoi
ce contrat d'épargne est parfaitement adapté pour accompagner nos enfants, nos petits-enfants dans leur projet d'épargne à plus long terme. Alors, merci William. Donc, bonjour à tous. Alors, schématiquement, le contrat d'assurance vie, c'est un contrat d'assurance. Il va garantir la vie de l'assuré. Et une fois qu'on a dit ça, avec l'assurance vie, on a vraiment un outil d'épargne qui est vraiment couteau suisse. On l'appelle le placement préféré des Français pour cette raison. Et ça permet autant d'épargner, si on a éventuellement un projet qu'on souhaite mener et donc on a besoin de constituer un capital pour pouvoir le financer, mais aussi de transmettre, parce que qui dit contrat d'assurance vie dit aussi désignation bénéficiaire, donc de transmettre à terme un capital ou un patrimoine à des bénéficiaires que l'on va désigner. Alors, point positif, notre contrat d'assurance vie peut être souscrit à tout âge. Donc, notamment par un mineur qui pourra, à l'instar d'un majeur, pouvoir souscrire son contrat d'assurance vie. Après, petite nuance, et c'est quelque chose qui sera évoqué avec le contrat de capitalisation, mais on ne peut pas le souscrire pour ensuite le transmettre et le donner. Ça, c'est la subtilité. Mais en tout état de cause, notre contrat d'assurance vie, une fois qu'il a été souscrit par le mineur, il va l'accompagner tout au long de sa vie. Tout au long de sa vie, avec la capacité pour lui d'épargner soit de lui-même s'il fait des économies, mais aussi généralement via les proches qui vont investir, faire des donations, investir de l'argent sur le contrat du mineur. Et ça lui permettra de se constituer une épargne qui pourra être mobilisée avec la plus grande souplesse, notamment en faisant des rachats partiels programmés, donc pour financer les besoins que vous évoquiez, William, tout à l'heure. Donc pour s'acheter sa première voiture éventuellement, ou pour financer ses études. Il pourra par ailleurs conserver le contrat, parce qu'on est sur un contrat d'assurance vie qui va l'accompagner tout au long de sa vie. Donc il pourra soit racheter, soit par ailleurs continuer à faire des versements sur son contrat. Et au final, le contrat prendra fin quand le mineur le souhaitera, donc le mineur peut être devenu majeur, quand il fera le rachat total du contrat ou au moment malheureusement du décès où effectivement il aura la possibilité de transmettre dans un cadre fiscal spécifique et qui est plutôt avantageux par rapport au droit successoral, les sommes qui ont été épargnées sur le contrat. Et on parlait tout à l'heure de la fiscalité, mais c'est vrai que c'est un des points importants du contrat d'assurance vie, c'est sa fiscalité qui est spécifique. Donc les 8 premières années, des prélèvements sociaux et fiscaux qui s'élèvent à 30% au global. Ça, c'est les 8 premières années. Et à compter de la 8e année, on a non seulement un abattement fiscal qui a vocation à s'appliquer, un abattement de 4 600 € sur les produits qui sont rachetés. Donc, je fais un rachat et potentiellement, il peut y avoir des produits fiscalisables. Et il y aura un abattement qui viendra s'appliquer sur ces produits et je ne commencerai à payer de la fiscalité qu'après épuisement de cet abattement de 4 600 € pour une personne seule ou 9 200 € pour des conjoints qui sont mariés, effectivement, et soumis à imposition commune. Donc, c'est un cadre fiscal qui est vraiment avantageux, un contrat souple qui va accompagner tout au long de sa vie le mineur et qui deviendra un jour majeur, et pour pouvoir l'aider à épargner, mais aussi à réaliser ses besoins, à réaliser ses souhaits tout au long de sa vie. Donc voilà, schématiquement, c'est vraiment un placement liquide et vraiment mobilisable à tout moment. Merci Johan. C'est vrai que là, on a compris au travers de vos explications, c'est que le contrat assurance vie, comme vous l'avez dit, c'est un couteau suisse dans le monde de l'épargne, mais également pour nous, parents, grands-parents, mais également pour nos enfants. Et vous l'avez bien expliqué, c'est cette souplesse que nos enfants pourront avoir durant toute leur vie. À côté du contrat d'assurance vie, nous avons la capitalisation. Alors souvent, c'est une notion qui est peut-être mal appréhendée, mais qui a effectivement d'autres particularités, d'autres avantages, notamment peut-être des avantages en termes de transmission. Céline, à ce sujet, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de plus sur les particularités de la capitalisation qui pourrait d'ailleurs être une solution d'épargne complémentaire à de l'assurance vie? Oui, les deux types de contrats sont cousins, en fait, pourrait-on dire. La principale différence, c'est en cas de décès. Pendant la vie, en l'absence de retrait, tout ce qui est capitalisé à l'intérieur, les arbitrages se font en exonération d'impôts. Et en cas de rachat, c'est exactement ce qui vient d'être expliqué, comme pour le contrat d'assurance vie. Ça fonctionne exactement pareil.
En revanche, au moment du décès, la différence, c'est que le contrat de capitalisation ne se dénoue pas. Il est transmis aux héritiers et sa valeur de rachat est taxée selon les droits de succession. Donc, vu comme ça, on pourrait penser que ce n'est pas très avantageux. Cela étant, ce qu'il faut savoir, c'est que le contrat de capitalisation conserve son antériorité fiscale et que de surcroît, la transmission par décès remet à zéro le compteur des produits. Donc, par exemple, un contrat sur lequel on verse 100, qui au moment du décès du souscripteur vaut 150, il va y avoir des droits de succession à payer sur les 150. En revanche, ultérieurement, lorsque l'héritier, le nouveau souscripteur, fera un retrait, le décompte des produits s'effectuera à partir de 150. Donc, c'est quand même avantageux. Et le deuxième point, et tout à l'heure, Johan l'a aussi évoqué à propos du contrat d'assurance vie, enfin en négatif, le contrat de capitalisation peut faire l'objet d'une donation pendant la vie du souscripteur. Il peut être donné soit en pleine propriété, soit en nue propriété, ce qui permet d'optimiser le coût de transmission. Et de la même façon que par décès, donc on va payer des droits de donation sur la valeur de rachat au moment de la transmission, sur la valeur de la nue propriété si la donation s'effectue avec une réserve d'usufruit, et ça remet aussi à zéro le compteur des produits. Donc ça peut être assez intéressant si on veut transmettre quelque chose de son vivant à ses enfants ou petits-enfants, puisque le contrat d'assurance vie, pour appréhender les capitaux décès, comme leur nom l'indique, le bénéficiaire doit attendre le dénouement du contrat au décès. Un petit point de précision, si on a le projet de donner ou même de transmettre par décès un contrat de capitalisation, ça peut être bien d'en souscrire plusieurs et d'en attribuer un par enfant par testament pour éviter que plusieurs enfants ou petits-enfants ne soient souscripteurs en indivision sur le même contrat de capitalisation. Oui, donc là déjà on voit le côté, enfin, cette complémentarité que l'on peut avoir entre l'assurance vie et la capitalisation. Et Céline, on a bien compris au final que la capitalisation, c'est presque un projet d'épargne porté par les parents au profit de leurs enfants, soit au profit de leurs enfants durant leur vie sous la forme d'une donation, vous l'avez bien expliqué, pleine propriété, nue propriété, en tout cas à avoir bien évidemment en fonction des problématiques familiales, mais aussi de pouvoir quand même le transmettre quand même par succession avec ce système de purge de la plus-value que vous nous avez expliqué. Maintenant qu'on a bien compris que la capitalisation, c'est vraiment plutôt un projet d'épargne porté par les parents au profit de leurs enfants, on pourrait d'ailleurs se poser en slide suivant la question sur l'assurance vie. Et d'ailleurs, souvent, vous nous la posez, de savoir est-ce que le contrat d'assurance vie, je dois le souscrire en mon nom ou au nom de mon enfant? Parce qu'en règle générale, l'épargne issue des revenus, c'est les revenus des parents, notamment quand on a des enfants mineurs qui n'ont pas encore de revenus, ils n'ont pas encore la capacité d'épargne. Donc, souvent, on se trompe et on se dit qu'il faudrait peut-être souscrire le contrat assurance vie au nom des parents. Alors, au contraire, on l'a bien compris au travers de ces précédentes explications qu'il y a peut-être là un intérêt à le souscrire au nom des enfants. Céline, c'est là où je voudrais vous interroger par rapport à ce que vous nous avez expliqué sur la capitalisation, qui est plutôt un contrat à ouvrir au nom des parents pour le transmettre aux enfants. Là, est-ce que l'assurance vie a peut-être plus de sens à être souscrit par les enfants? Alors, je dirais que la souscription d'un contrat par les parents et d'un contrat par les enfants, en fait, c'est complémentaire. Parce que si les parents souscrivent un contrat, ils peuvent désigner leurs enfants ou leurs petits-enfants bénéficiaires. Et donc, l'enfant ou les petits-enfants vont obtenir ces capitaux d'essai au dénouement du contrat. Ça peut, ça peut être complémentaire de l'autre possibilité, qui est donc que l'enfant souscrive lui-même un contrat. Alors pour ce faire, il doit avoir des liquidités, et c'est la raison pour laquelle les parents doivent au préalable effectuer un don. Ça sera généralement sous forme de don manuel, avec un pacte adjoint. Ce sera développé plus loin. Et donc, en fait, cela consiste à donner une somme d'argent à l'enfant avec une sorte de notice d'emploi, si l'on peut dire, en disant, voilà, je te donne cet argent, mais tu vas devoir le réemployer dans un contrat d'assurance vie auquel tu ne pourras pas toucher pendant tant de temps, de façon à ce que cet argent ne soit pas dilapidé dès la majorité de l'enfant.
Et pourquoi c'est complémentaire? Parce que dans la mesure où cet enfant a déjà souscrit grâce aux liquidités du don manuel de ce contrat, si par ailleurs il est bénéficiaire d'un contrat qui avait été souscrit par ses parents, il est tout à fait possible de reverser sur ce même contrat. Et si les parents ont également inséré des conditions de remploi ou une clause d'inaliénabilité dans leur désignation bénéficiaire, tout ça peut également être mis dans le contrat qui a été souscrit par l'enfant. Donc je pense qu'il ne faut pas s'interdire de faire les deux. Après, d'un point de vue pédagogique, il est clair que faire un don à un enfant qui souscrit son contrat à son nom, c'est probablement bien plus, enfin, c'est plus efficace, quoi, c'est plus concret. Bon, on va le détailler juste après. C'est vrai, là, Céline, en fait, on a bien compris, vous nous avez expliqué que cette notion, c'est plutôt d'aller chercher la complémentarité entre la souscription par les parents et la souscription par l'enfant, parce que cette complémentarité, elle est tout simplement parce qu'on ne recherche pas le même objectif. Si j'ai bien compris, quand on souscrit le contrat assurance vie par les parents, c'est peut-être plus pour un projet de se constituer un capital qu'on va transmettre dans le cadre de la succession à nos enfants, dans un cadre fiscal exceptionnel. Et en parallèle, pourquoi pas, au travers des dispositifs qu'on va étayer juste après de donation, de leur transmettre de l'épargne qu'ils vont pouvoir se bâtir et placer dans leur contrat assurance vie pour là, peut-être répondre à des projets qu'ils vont avoir durant leur vie, avant même que les parents soient décédés. Je pense que les sujets que j'évoquais au tout début, l'achat de la résidence principale, s'acheter la voiture, nos enfants, nos petits-enfants vont peut-être avoir besoin de trésorerie pour réaliser ces projets-là avant même qu'il y ait une succession. Donc c'est vrai, là, quand vous nous parlez de complémentarité, on voit bien que ces deux sujets doivent être abordés en parallèle et que on peut tout simplement ouvrir un contrat assurance vie et pour nous au profit de nos enfants et également pour nos enfants. Oui, tout à fait. Maintenant qu'on a compris cela, je pense qu'il est important, c'est de se poser la question sur comment on va protéger l'épargne de nos enfants, parce que si on souscrit un contrat assurance vie à leur nom et qu'on leur transmet de l'argent, on va le voir juste après, on n'a peut-être pas envie qu'ils fassent n'importe quoi avec cette épargne-là, notamment quand ils auront les pleins pouvoirs entre guillemets à leur majorité pour pouvoir consommer l'argent et faire un petit peu tout ce qui leur passeront par la tête, un tour du monde ou je ne sais pas quoi d'autre. Mais peut-être utiliser cet argent-là dans une finalité que nous, donateurs, on souhaite réaliser. Alors, c'est notamment les exemples, peut-être l'achat de la résidence principale. Donc, pour encadrer ce contrat assurance vie qui sera détenu par nos enfants, il existe le système du pacte adjoint. Vous en avez parlé. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous développer cela, notamment, est-ce qu'il y a des conditions, des particularités à prendre en considération et comment s'y prendre tout simplement pour mettre en place ce pacte adjoint? Alors, dans l'ordre, il faut d'abord effectuer le don manuel et ensuite rédiger un pacte adjoint. C'est important, il ne faut pas que le don manuel soit constaté dans le pacte adjoint parce que sinon ça réduirait l'opération à néant. Donc le pacte adjoint, c'est un acte sous seing privé, il peut être fait chez un notaire, mais un acte sous seing privé peut très bien convenir. Et dedans, on va indiquer le mode d'emploi des fonds qui ont été donnés. Donc, on va dire, voilà, je t'ai donné telle somme. La condition, c'est de remployer dans un contrat d'assurance vie ou de capitalisation. Par ailleurs, tu ne pourras pas toucher à cet argent avant tes 20 ans ou tes 25 ans, sauf dans des cas exceptionnels, donc achat de la résidence principale, financement d'études supérieures, financement d'un projet professionnel, mariage, et avec l'accord d'un parent ou enfin d'une personne qui est désignée. Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les conditions et les charges doivent être précises pour que la personne qui doit valider la possibilité de racheter ne se demande pas si ça rentre bien dans l'intention du donataire ou pas. Je citais tout à l'heure l'exemple des études supérieures. Typiquement, peut-être qu'il faut définir un petit peu mieux parce que ça peut porter sur pas mal de cursus. Ensuite, il faut que la charge soit temporaire. C'est pour ça qu'on estime qu'au-delà de 25 ans, c'est un petit peu difficile à justifier. Éventuellement, on peut aller jusqu'à 30 ans, mais c'est vraiment grand maximum. Et puis, il faut que ça soit logique. Par exemple, jusqu'à 25 ans, on comprend bien, comme vous le disiez, qu'on ne veut pas que l'enfant ou le petit-enfant dilapide les fonds qui lui ont été donnés. On peut le comprendre à la limite jusqu'à 30 ans. Après, clairement, c'est pas possible. Enfin, après, c'est plus une donation, quoi.
on donne et on veut continuer de conserver le contrôle, donc ça ne fonctionne pas. Voilà pour l'essentiel. On peut aussi désigner dans la donation ce qu'on appelle un administrateur ad hoc, c'est-à-dire que ce ne sera pas forcément l'un des parents de l'enfant, si ce sont les grands-parents qui donnent, mais quelqu'un qu'on va désigner pour coordonner en fait le remploi des fonds, le suivi du contrat d'assurance vie, les arbitrages, etc., qui sera chargé en fait de veiller au respect des conditions qui figurent dans le pacte adjoint. Oui, donc en fait, on va pouvoir encadrer cette donation pour pas qu'il fasse n'importe quoi, on va dire, avec cet argent-là. Et on va pouvoir personnaliser la volonté en fait du donateur dans le cadre de ce pacte adjoint. Et en tout cas, je l'adresse à l'ensemble de nos auditeurs. Alta Profit, avec l'ensemble de notre équipe de conscience gestion de patrimoine, pourra vous accompagner sur ces sujets-là, notamment pour adapter ces pactes adjoints à vos besoins et aux besoins futurs de vos petits-enfants. Et ces pactes adjoints, en fait, on peut le mettre sur l'assurance vie. Il n'y a pas de difficulté, Céline. Hein. On peut le mettre aussi bien dans le cadre d'un contrat déjà ouvert ou faut-il ouvrir absolument un nouveau contrat? Alors, la difficulté de le mettre sur un contrat déjà ouvert, c'est que l'assureur ne pourra pas distinguer entre les… Enfin, s'il y a déjà des conditions sur le contrat qui est ouvert, s'il y a déjà un pacte adjoint avec le même contenu, ça ne pose pas de problème. En revanche, on ne peut pas, dans un même contrat, avoir des sommes qui sont soumises, je dis n'importe quoi, mais à sur lesquelles il y a une inaliénabilité jusqu'à 25 ans, et puis d'autres où ce serait jusqu'à 28 ans. C'est possible, mais il faut que les charges et les conditions soient les mêmes sur l'ensemble des sommes qui sont dans le contrat. Mais donc oui, c'est possible sous cette réserve. Oui, donc c'est un petit peu particulier. L'idée est plutôt de dire à nos auditeurs que lorsqu'ils souhaitent transmettre de l'argent à leurs enfants, à leurs petits-enfants à travers d'une donation, s'ils veulent que cette donation soit remployée dans une assurance vie avec un pacte adjoint, il faut mieux en fait souscrire un contrat d'assurance vie à cet effet pour qu'il y ait un montage bien identifié en tant que tel. Oui, et le pacte adjoint est fourni à l'assureur, bien sûr, et donc en cas de retrait, eh bien, s'il n'y a pas l'autorisation de la personne qui doit donner l'autorisation et le motif qui permet de déroger à l'inaliénabilité, le retrait ne pourra pas être effectué. D'accord, très bien. Bon, bah là, on vient de voir qu'au travers du dispositif du pacte adjoint, on a la capacité de donner de l'argent à nos enfants, nos petits-enfants, pour qu'ils se constituent une épargne au travers de leur contrat d'assurance vie, mais qu'on va également les accompagner jusqu'à leurs 25 ans dans la gestion de cet argent dans leur contrat d'assurance vie. Maintenant qu'on a vu notamment au sein de l'épargne long terme, hein, les solutions d'assurance vie et de capitalisation, nous souhaitons voir maintenant également avec vous le plan épargne retraite. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent de plan épargne retraite, notamment pour se constituer une épargne retraite pour avoir tout simplement des compléments de revenus lorsque l'on ne sera plus en activité professionnelle, donc en retraite. Toutefois, il faut savoir que le plan épargne retraite propose d'autres avantages, et notamment pour accompagner nos enfants dans leur épargne. Et à ce sujet, Johan, est-ce que vous pouvez nous parler du PER et en quoi ce PER peut proposer en fait un peu un montage gagnant-gagnant et pour constituer une épargne pour nos enfants, notamment dans un projet d'achat de la résidence principale, et en même temps un avantage gagnant pour les parents, notamment peut-être pour réduire leur pression fiscale, autrement dit réduire le montant de leur impôt sur le revenu. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce montage-là? Effectivement, William. Donc, juste pour rentrer dans le sujet, je pense que c'est important de définir un petit peu ce que c'est que ce nouveau contrat, ce nouveau plan d'épargne retraite, puisque c'est commercialisé depuis fin 2019. Donc, c'est un contrat qui, justement, vous l'avez évoqué, a vocation à épargner en vue de mobiliser cette épargne au moment de la retraite. C'est pour ça, d'ailleurs, que par principe, et à tout principe, il y a des exceptions, il ne peut pas faire l'objet d'un retrait avant l'âge de départ à la retraite, l'âge minimal de liquidation des droits à la retraite, c'est-à-dire avant 62 ans. Donc, normalement, on n'est pas censé récupérer son épargne avant cette date. Mais
Mais effectivement, il y a des cas de sortie possibles. Alors, il y a des cas de sortie qui ne sont pas très drôles avant cette date, donc notamment l'invalidité, la fin des droits au chômage, mais il y a un cas qui est pertinent notamment au regard des besoins d'épargne pour les jeunes, c'est notamment, on peut retirer ces sommes avant, à tout moment, notamment si on souhaite acquérir une résidence principale. Donc, en gros, c'est pour ça que notre plan d'épargne retraite est parfois vu un petit peu comme une forme de nouveau PEL, d'autant plus qu'à date, aucun texte ne fixe de conditions d'âge minimale pour souscrire un PERIN. Un mineur peut tout à fait souscrire un plan d'épargne retraite individuel. Donc, et quel est l'intérêt? Alors, l'intérêt, c'est que, vous voyez, on a parlé des clauses d'inaliénabilité. Au final, de fait, on retrouve une inaliénabilité dans ce contrat. Le mineur est devenu majeur, ne pourra pas utiliser ces sommes pour financer des besoins un peu dispendieux. Non, il sera contraint soit de conserver ces sommes, mais il pourra tout à fait pouvoir les mobiliser à tout moment pour acheter sa résidence principale, ce qui est quelque chose d'important, notamment quand on débute dans la vie. Donc, il pourra se servir de cette épargne mobilisée tout au long de sa jeunesse et jusqu'au moment où il les sortira, pour justement pour se servir de ça comme apport pour son achat immobilier. Et l'intérêt, c'est qu'au final, ces cotisations versées sur le PERIN vont ouvrir droit à une déduction fiscale pour le foyer fiscal auquel appartient le mineur. Donc, les cotisations qui vont être effectuées vont permettre au foyer fiscal en question de déduire de son revenu ces cotisations effectuées pour le compte du mineur. Alors, point d'attention, c'est que le mineur, il doit avoir versé ces sommes. Donc, soit les sommes en question lui appartiennent déjà, sont dans son patrimoine, puisqu'il les a peut-être déjà acquis au titre d'une donation, d'une succession, mais sinon, effectivement, ça peut être, on peut voir une donation dans le but de faire des versements sur le plan d'épargne retraite individuelle. Et donc là, c'est très, très important, et notamment, on peut le mettre en perspective avec ce dont on va parler après sur les donations, mais il est important d'être particulièrement en règle avec l'admission fiscale sur ce point. Parce qu'effectivement, si on n'est pas en règle par rapport à ces éventuelles déclarations ou paiement de droits de donation par rapport aux sommes qui vont être données aux mineurs pour qu'ils les réinvestissent sur le PERIN, ça peut remettre en question cette déduction fiscale. Alors ça, c'est un point. Mais maintenant, rentrons un petit peu dans le détail de cette déduction fiscale. Quelles sont les limites de cette déduction fiscale? Alors, pour des adultes, typiquement, on est généralement sur la règle, c'est 10% des revenus d'activité professionnelle dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Donc ça c'est la règle pour les adultes. Généralement, le mineur n'a pas de revenus. Et là, dans ces cas-là, on passe sur la règle de 10% du montant annuel du plafond de la sécurité sociale. Alors, ce qui n'est pas négligeable, puisque là, prenons pour 2020, c'est quand même 4 113 € qui peuvent être versés sur le contrat PERIN d'un mineur et ouvrir droit à déduction dans le cadre de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal auquel est rattaché le mineur. Et étant précisé que par ailleurs, si le mineur n'a pas consommé ces plafonds des 3 années précédentes, dans ces cas-là, on peut effectivement là aussi ajouter à ces 4 113 € pour 2020 10% du PAS des années concernées, donc les 10% du PAS des 3 dernières années. Et finalement, l'intérêt, c'est que le mineur va bénéficier des sommes sur son adhésion au PERIN, on va lui constituer une épargne pour faire en sorte qu'il puisse demain acheter sa résidence principale. Et second effet, c'est que le foyer fiscal auquel est rattaché le mineur va pouvoir bénéficier d'une déduction des primes dans le cadre de l'établissement de son impôt sur le revenu. Donc, double effet bénéfique, j'ai envie de dire, on a un contrat qui va aider le mineur tout en ayant une déduction fiscale par rapport à cette épargne faite pour le compte du mineur. Ah oui, donc là, en fait, on comprend, Johan, que le PER, au-delà du projet retraite pour nous, parents, voire même grands-parents en activité, ça peut aussi être une solution d'épargne retraite pour nos enfants mineurs. Et même, au vu de vos explications, c'est même très complémentaire par rapport à l'assurance vie et à la capitalisation. Notamment, ce que vous nous avez expliqué, sur le projet de l'enfant pour l'achat de sa résidence principale et pas d'autres choses qui ne seraient pas encadrées.
et également cet avantage fiscal que vous nous avez bien expliqué pour les parents. Maintenant qu'on a vu en fait ces trois solutions qu'on voulait aborder avec vous ce soir, l'assurance vie, la capitalisation et l'EPR comme solution d'épargne pour nos enfants et nos petits-enfants, il va bien évidemment falloir se poser la question sur quel montant on va devoir épargner. Et donc, en slide suivante, on va voir ensemble, notamment pour nos enfants, nos petits-enfants qui n'ont pas encore de revenus, quel argent ils vont pouvoir épargner. Donc, bien évidemment, ça va être de l'argent qu'on va leur transmettre. Et la transmission d'argent, notamment, va être gérée par deux cadres. Le cadre du présent d'usage et le cadre du don manuel. Et donc, à ce sujet-là, Céline, est-ce que vous pourriez dans un premier temps nous parler du présent d'usage? Quelles sont les particularités? Voilà, dans quel cas nous parlons de présent d'usage? Et puis ensuite, Johan, je vous poserai la même question pour le don manuel. Ça nous permettra un petit peu de voir quelles sont les deux manières de transmettre de l'argent à nos clients et voir s'il y a des impacts différents. Céline, je vous passe la parole pour nous expliquer le présent d'usage. Alors, le présent d'usage ou le don d'usage, c'est, comme son nom l'indique, une libéralité, hein, quelque chose de gratuit, comme le don manuel, dont parlera ensuite Johan. La différence, c'est que le don d'usage n'est pas taxable, mais il ne faut pas pour autant en abuser, puisqu'il faut que l'administration fiscale ne remettent pas en cause le fait qu'il s'agisse bien d'un don d'usage. Je m'explique. En fait, c'est un cadeau qui est fait, un cadeau d'une somme d'argent qui est fait de façon exceptionnelle à l'occasion d'un certain événement. Donc là, c'est bientôt Noël, ça s'y prête particulièrement bien. En général, c'est parce que c'est un usage, donc ça peut être Noël, ça peut aussi être un anniversaire, ça peut être un mariage, ça peut être, enfin, toutes les occasions de la vie familiale s'y prêtent. Et par ailleurs, ce don d'usage ne doit pas dépasser un certain montant. Et c'est là où ça devient un petit peu compliqué, puisque ce montant, en fait, il n'est écrit nulle part, puisqu'en fait, ce montant, c'est une question de fait. C'est-à-dire qu'il faut que ce montant soit cohérent par rapport au montant du patrimoine et au montant des revenus du donateur au moment où il réalise le don d'usage. S'il y a une incohérence, si c'est vraiment très décalé, le cas échéant, l'administration fiscale pourrait considérer que ça va au-delà d'un don d'usage, que c'est une donation et que dans ce cas-là, il y a lieu d'appliquer les règles de taxation si ça va au-delà de l'abattement. Alors, comme je le disais, la difficulté, c'est que donc il n'y a pas de montant, il n'y a pas de grille, il n'y a pas un rapport, un pourcentage en fonction du patrimoine ou des revenus. Donc, c'est vraiment les questions de fait et les circonstances. Il y a bien une jurisprudence qui existe sur le sujet, mais on ne peut pas vraiment en tirer des conclusions pour pour raisonner en pourcentage. Donc, il faut que ça reste raisonnable eu égard aux coutumes et aux cadeaux qui ont déjà pu être faits aux autres frères et sœurs ou dans le reste de la famille. Voilà, faut que ça puisse être. Oui, le présent d'usage, en fait, c'est un cadeau. C'est comme quand on veut donner un billet à son enfant ou qu'on veut lui faire un chèque pour Noël ou à son anniversaire. Là, on rentre dans le cadre du présent d'usage. A contrario, si on veut donner des montants plus conséquents, peut-être qu'on va tomber dans un cadre plus encadré, notamment le don manuel. Et là, Johan, pouvez-vous nous parler des particularités du don manuel qui, lui, est effectivement soumis à taxation? Effectivement. Alors là, pour rappel, hein, la donation, c'est censé être fait par principe, par acte authentique devant le notaire. Mais c'est vrai que par exception, on peut très bien faire ce qu'on appelle un don manuel. Alors quand on dit don manuel, c'est un peu évocateur, c'est un peu le don de la main à la main, c'est-à-dire sans acte pour le constater. Donc ça peut porter très bien sur un bien meuble, hein, donner un meuble à quelqu'un, mais ça peut porter bien évidemment sur une somme d'argent. Alors, on n'est pas soumis à l'obligation d'aller faire d'aller vers le notaire pour faire le nécessaire, et ça permet effectivement de faire une donation, mais cette donation sera fiscalisée et elle devra impérativement être enregistrée auprès de l'administration fiscale. Donc, la donation devra être déclarée pour éventuellement qu'il soit fait application des droits de mutation à titre gratuit ou plutôt dans le commun
communément appelé droit de donation. Alors, qui a la charge et la responsabilité de faire cette déclaration? Il faut le rappeler, ce n'est pas le donateur qui va donner la somme, mais c'est le donataire. Donc, quand je dis donataire, c'est la personne qui va recevoir la somme, qui aura la responsabilité de se dire, bah non, ce n'est pas un présent d'usage, il y a un certain montant, vu les critères, je ne suis pas forcément dans la qualification d'un présent d'usage, donc je vais me déplacer à mon centre des impôts, remplir un CERFA qui est le CERFA 2735 et donc déclarer cette donation auprès de mon admission fiscale. Et donc, la grande différence entre le présent d'usage et le don manuel, c'est que ce don manuel va être soumis au droit de mutation à titre gratuit. Bien évidemment, après abattement qu'on va évoquer juste après. Mais sachant que faut avoir ça en tête, mais quand on prend les droits de mutation, donc c'est un barème, un peu comme le barème de l'impôt sur le revenu, mais dont la tranche maximale va jusqu'à quand même 45% d'imposition quand on est sur des donations en ligne directe. Donc ça peut quand même être important en fonction, bien évidemment, du montant, puisqu'on est avec différentes tranches. Donc ça, c'est le principe. Maintenant, je vous propose de peut-être changer de slide et de parler justement des abattements qui sont applicables. Là, Johan, on se pose la question parce que vous parlez de montants et Céline sur le présent d'usage nous a parlé que là, le présent d'usage devait être sur des montants plus petits parce qu'en phase avec un cadeau, on va dire, alors que là, le don manuel, on pourrait donner n'importe quelle somme d'argent soumis à taxation. Mais est-ce qu'il y a quand même une limite à cette générosité? C'est le titre de cette slide. Est-ce que l'on peut effectivement quand même réaliser des dons manuels sans payer d'imposition? Et alors tout à fait, et c'est le principe de ces abattements qui vont s'appliquer lorsque je vais déclarer et calculer mes droits de succession et pour les payer à la Direction générale des finances publiques. Donc, alors d'une part, il y a l'abattement de droit commun. Donc, s'agissant d'une donation opérée au profit d'un enfant, cet abattement il est de 100 000 euros. Pour un petit enfant, on sera sur 31 865 euros. Donc, au final, on se rend compte que ça peut en fait assez vite monter, parce que là, déjà, avec ce premier abattement, si mes deux grands-parents, imaginons les deux grands-parents qui donnent à un petit enfant mineur, ils peuvent à deux, donc 31 865 euros multipliés par deux, tomber sur un peu plus de 63 000 euros d'abattement. Donc, ça veut dire que en deçà de l'abattement, la donation qui est effectuée n'est pas imposée, donc n'est pas soumise au droit de donation. Donc c'est important donc déjà d'avoir en tête ce premier abattement. Alors juste pour information et pour que vous l'ayez en tête, cet abattement, il se renouvelle tous les 15 ans. Donc tous les 15 ans, je peux faire cette donation en franchise d'imposition de 31 865 euros. Donc ça, c'est le premier étage. Et à ça, on peut ajouter un autre abattement, qui est l'abattement pour dons familiaux de sommes d'argent. Et donc, il est du même montant que celui qu'on a évoqué juste avant pour les donations de petits enfants et les grands-parents. Donc, c'est un abattement fixe qui est fixé à 31 865 euros et qui va s'ajouter à l'abattement de droit commun qu'on a évoqué juste avant. Alors, il y a des conditions pour bénéficier de cet abattement. Donc, la première condition, c'est que la donation qui est effectuée soit faite en pleine propriété. Donc, si effectivement elle n'est pas faite en pleine propriété, je ne peux pas en bénéficier, donc ce qui exclut de fait la nue propriété. Donc, par ailleurs, le donataire, donc c'est la personne qui donne les fonds, doit avoir un lien de parenté avec la personne qui bénéficie du don. Donc, c'est typiquement les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Éventuellement, si on n'a pas de descendants, les neveux et nièces peuvent en bénéficier. Et deux autres conditions qui sont importantes, la personne qui reçoit les fonds est nécessairement majeure, c'est une obligation, donc ce qui exclut de fait les mineurs. Et le donateur, lui, de son côté, il y a aussi une condition d'âge, il doit être âgé de moins de 80 ans. Donc on peut faire ce type de donation avec cet abattement spécifique pour dons familiaux jusqu'à 79 ans. Et là, pareil, même règle, au final, c'est que cet abattement va se reconstituer tous les 15 ans. Donc, vous voyez bien deux abattements spécifiques différents et qui vont se cumuler ensemble. Alors, on peut
prendre un exemple, hein. Donc pour un grand-parent qui va faire au final des donations à son petit enfant, il va pouvoir éventuellement faire des donations exonérées en franchise d'impôt jusqu'à 63 730 €, puisque les deux abattements se cumulent. L'abattement donc de 31 865 € qui est l'abattement de droit commun, mais aussi l'abattement du même montant qui est associé aux dons familiaux. Donc au final, c'est une somme quand même conséquente qui peut être transmise en franchise d'impôt, donc sans application des droits de succès, des droits de donation. Donc d'où effectivement l'intérêt de bien calibrer sa donation pour l'optimiser fiscalement. D'accord, Johan. Donc là, c'est vrai qu'on vient de voir que nos enfants et nos petits-enfants, ils vont pouvoir se constituer une épargne pour leur projet à plus ou moins long terme, et que cette épargne, même s'ils n'ont pas de revenus, en tant que parents, grands-parents, on va pouvoir la constituer avec eux, notamment en leur transmettant de l'argent au travers d'étrennes en fin d'année, sous la forme de cadeaux, comme vous l'a expliqué Céline, au travers du présent d'usage, mais également peut-être pour des montants plus conséquents pour des projets d'une ampleur peut-être plus importante, notamment l'achat de la résidence principale, où là, grands-parents, même parents, on va pouvoir leur donner de l'argent. Et il ne faut pas croire que la donation d'argent est toujours imposée. Là, vous venez de nous l'expliquer, Johan, qu'on peut quand même donner de l'argent sur des montants assez conséquents, voire même tous les 15 ans, en franchise totale d'imposition. Exactement. Donc là, on a même une solution de transmission du patrimoine presque du vivant, sans imposition, et également que ce soit une transmission de patrimoine qui a un sens. Donner du sens à cette transmission de patrimoine, c'est aider nos enfants et nos petits-enfants à se constituer ce capital qui va fructifier dans leur assurance vie, leur contrat de capitalisation, le PER. On a vu tous ces dispositifs juste avant, dans le but de réaliser ces différents projets qu'ils auront tout au long de leur vie. Donc, on les aide à réaliser ces projets de vie. C'était les différents sujets qu'on voulait voir avec vous ce soir, et on serait ravis de pouvoir maintenant accueillir vos différentes questions, revenir sur différents concepts ou solutions qu'on vous a apportées ce soir avec Céline et Johan. Merci à tous trois pour votre intervention. Effectivement, plusieurs questions ce soir. Une première, quels sont les droits de donation pour un bénéficiaire mineur? Céline, voulez-vous répondre à cette question sur la fiscalité? Peut-être voulez-vous on peut peut-être la redire? Alors, en fait, peut-être que la question pourrait être un petit peu reprécisée parce que quand on parle de je pense qu'il s'agit bien de donation à un donataire, mais bénéficiaire, ça renvoyait aussi au contrat d'assurance vie. Donc voilà. Mais sinon, les droits de donation, en fait, ça dépend du montant qui est transmis. C'est exactement ce que Johan a expliqué. Donc il y a des abattements et au-delà des abattements, il y a un barème progressif. Donc, un enfant mineur ou majeur, en fait, l'abattement de droit commun, c'est 100 000 €. Et puis, il y a les abattements pour les dons familiaux de 31 865 € qui peuvent s'ajouter. Voilà. Le fait que l'enfant soit mineur, en fait, n'a pas d'incidence sur le tarif. Ok, merci. Quelle est la différence entre la pleine propriété et la nue propriété pour les donations? Ah, ça c'est assez particulier. Je vais vous poser également la question, Céline, parce que c'est relatif notamment à tout ce que vous nous avez expliqué sur le contrat de capitalisation juste avant. Alors, en fait, la pleine propriété d'un bien, ça se décompose en deux morceaux. Il y a une moitié qui est composée de l'usufruit, c'est le droit de percevoir les revenus ou d'occuper le bien si c'est un bien immobilier. Et puis il y a le droit qu'on appelle la nue propriété, qui est un droit, en fait, on possède le bien, mais finalement on n'a pas de droit immédiat dessus. On aura la libre disposition du bien une fois qu'on deviendra plein propriétaire. Alors, on devient plein propriétaire au décès de l'usufruitier, et l'avantage, c'est que si on fait une donation avec réserve d'usufruit, donc par exemple on fait une donation de 100, imaginons que le donateur ait 55 ans, ça veut dire que la valeur de l'usufruit, on applique un barème en fonction de l'âge de l'usufruitier. Donc là, dans mon exemple, l'usufruitier qui a 55 ans, la valeur de l'usufruit, c'est 50%. Facile pour les calculs. Donc, il donne 100. Comme il se réserve l'usufruit, finalement, les droits de donation ne vont porter que sur 50.
pendant sa vie, l'usufruit, il va conserver l'usufruit du bien. Donc, par exemple, il pourra continuer à percevoir les revenus. Et puis, lorsqu'il décédera, l'usufruit va rejoindre la nue propriété sans droit à acquitter. Ça veut dire qu'en fait, le bien qui valait 100 au moment où il a été donné aura été transmis en calculant les droits sur la moitié de sa valeur. Alors que si le bien avait été donné en pleine propriété, comme il valait 100 au moment de la donation, on aurait payé des droits sur 100. Voilà. C'est presque si on donnait quelque chose avec une décote, c'est-à-dire qu'on donne quelque chose en pleine propriété à terme, mais que comme on le donne dans un premier temps en démembrement, on va effectivement réduire la facture fiscale. Voilà. C'est exactement ça. Comme le nu propriétaire ne peut pas disposer du bien, hein, donc oui, il y a une décote. C'est tout à fait ça. Et ça, on peut tout simplement l'appliquer notamment au contrat de capitalisation. On parlait tout à l'heure de solutions d'épargne. On peut, en tant que parent, ouvrir peut-être un contrat de capitalisation et peut-être pas le donner en totalité à son enfant dans un premier temps, mais peut-être en utilisant notamment les abattements que nous expliquait Johan, uniquement peut-être la nue propriété dans un premier temps du contrat de capitalisation pour se garder encore les revenus. Et puis après, à terme, notamment lors de notre décès en tant que parents, grands-parents, eh bien que nos petits-enfants ou enfants récupèrent là la pleine propriété du contrat de capitalisation. Oui, c'est tout à fait possible. Ou alors de donner une somme d'argent avec réserve d'usufruit et de remployer ensemble avec l'enfant dans un contrat de capitalisation ou un contrat d'assurance vie. Les deux sont possibles. Mais ça optimise vraiment, ça permet à l'usufruitier en plus de conserver un contrôle, puisque comme il perçoit les revenus, par définition, le nu propriétaire ne peut pas dilapider le capital. Donc c'est assez performant comme technique. Une autre question qui va de pair. Les exemples concernent à chaque fois un seul mineur. Qu'en est-il des abattements s'il y a 2 ou 3 enfants mineurs? Alors là, Johan, peut-être pouvez-vous répondre, parce que vous nous avez parlé des abattements tout à l'heure, notamment les abattements par enfant, mais qu'en est-il s'il y a plusieurs enfants? Alors, chaque enfant a le droit à ses... Par exemple, dans les exemples qu'on a évoqués, s'il y avait, prenons la configuration un parent qui veut faire une donation à ses 2 enfants, chaque enfant qui serait donataire, donc qui recevrait la donation, pourrait bénéficier de son propre abattement de 100 000 euros. Donc, ce qui fait au total pour 2 enfants 200 000 euros de transmis, donc 100 000 euros pour chacun en franchise d'impôt. Donc, il faut prendre en considération que l'abattement est attaché au donataire, à la personne qui est tributaire de l'impôt et qui devra faire les déclarations auprès de l'administration fiscale pour répondre à cette question. Et c'est individuel en fait. Chacun peut profiter de ses droits. Un internaute nous demande de préciser, et on a raffiché le slide qui mentionne ce chiffre, il n'a pas compris le cas de donation pour un enfant de 63 730 euros. Alors, très bien. Alors, en fait, il faut les 63 730 euros, il faut les décomposer, en fait. Ça correspond à, d'une part, l'abattement de droit commun et qui, là, dans la configuration qui est évoquée, c'est une donation qui est effectuée par un grand-parent à son petit-enfant. Donc, dans ce cas-là, l'abattement applicable, l'abattement de droit commun, est de 31 865 euros. Et à cela s'ajoute le second abattement, mais là lié à une donation familiale, un don familial de somme d'argent, qui est lui aussi de 31 865 euros. Et quand on additionne les deux sommes, on aboutit à 63 730 euros. Donc, ce qui effectivement est la somme que je peux envisager de donner en franchise d'impôt pour le bénéficiaire de cette donation. J'espère avoir été clair. Oui, parfait. Une autre question. Quelles sont les limites fiscales si l'on ouvre plusieurs PER pour plusieurs enfants mineurs? Chaque enfant, en fait, oui, merci. Alors, chaque enfant est rattaché au foyer fiscal, bénéficie de son propre, j'ai envie de dire, son propre potentiel de déductibilité pour le père. Et donc, chaque enfant aura droit à ses 10% du plafond annuel de la sécurité sociale. Donc, notre potentiel de déductibilité d'un peu plus de 4 000 euros par enfant. Et donc, ce n'est pas 4 000 euros, un peu plus de 4 000 euros qui vont se répartir entre les enfants, c'est
c'est 10% du plafond annuel de la sécurité sociale pour chacun des enfants. Donc, c'est pas une répartition de cette somme, mais vraiment chaque enfant a son propre potentiel de déductibilité. C'est là où on voit que, au-delà du projet d'épargne de l'enfant, au travers notamment la disponibilité de ces sommes pour s'acheter sa résidence principale, c'est un vrai levier de défiscalisation pour les parents, notamment les parents qui ont plusieurs enfants. Ils pourront ainsi, sur X fois 4 000 et quelques euros, comme nous l'a expliqué Johan, par enfant, eh bien, défiscaliser leur revenu imposable. Exactement, ça viendra en déduction du revenu du foyer fiscal. Une autre question, peut-être plus pour William cette fois, parce qu'il s'agit d'une question sur un produit. Je voudrais savoir s'il est possible pour un grand-parent d'effectuer des versements mensuels réguliers sur un contrat d'assurance vie ouvert au nom d'un petit enfant. Alors, l'opération de versement libre programmé, de toute façon, est proposée sur l'ensemble des contrats que nous proposons, comme d'ailleurs le versement complémentaire ou les autres opérations que vous pourrez trouver dans les contrats, mise en place d'un mandat, etc. Le fait d'alimenter le contrat d'assurance vie de manière programmée, il faut bien identifier aussi à partir de où vient l'argent. Est-ce qu'effectivement, c'est de l'argent que dispose l'enfant parce qu'il a fait des petits boulots, parce qu'il commence peut-être même déjà à travailler parce qu'il est en âge, notamment un job étudiant où il reçoit des revenus et il met en place des versements programmés. Là, on n'est peut-être pas dans ce montage, on est plutôt dans un montage où les grands-parents donnent de l'argent à leurs enfants. Alors, la donation, on l'a vu tout à l'heure, notamment quand on a abordé le sujet du présent d'usage ou du don manuel, tout dépend du montant. Bien évidemment, si on est dans un mécanisme de versement programmé et qu'il y a un côté automatique, on n'est plus dans ce côté un peu exceptionnel du présent d'usage. Comme nous l'avait bien expliqué Céline, le présent d'usage, c'est quand même un cadeau lié à un motif particulier. On a notamment parlé des étrennes de fin d'année, peut-être la réussite à un diplôme comme le baccalauréat, un anniversaire. En tout cas, il y a un motif exceptionnel. Il n'y a pas une notion de redondance, d'automatisme. Alors que le versement programmé est quand même quelque chose d'automatique. C'est là où il faut quand même bien encadrer le montage et donc n'hésitez pas de vous rapprocher auprès de votre conseiller en gestion de patrimoine chez Alta Profit pour voir comment vous pouvez mettre en place des versements programmés. Ça peut être au travers notamment peut-être d'une donation que vous aurez fait en amont à votre petit enfant, lui permettant lui ensuite, avec cette trésorerie, de mettre en place des versements liés programmés sur son contrat. Mais il faut effectivement bien organiser cette transmission programmée et périodique d'une somme d'argent entre grands-parents et enfants. En tout cas, si elle est bien organisée, c'est tout à fait possible. Une autre question, pour l'enfant mineur souscripteur d'un contrat d'assurance vie, doit-il avoir l'autorisation de ses parents? Alors là, c'est effectivement un peu particulier. Johan, voulez-vous répondre à la question comme vous nous avez parlé notamment des particularités de l'assurance vie? Oui, effectivement. Alors, je dirais que tout dépend d'où proviennent les sommes. Normalement, les parents exercent la mission légale du patrimoine de l'enfant. Donc, normalement, ça devrait être eux qui représentent effectivement le mineur dans le cadre de la souscription du contrat d'assurance vie. Petite subtilité, c'est qu'à partir de 12 ans, comme il y a une garantie d'essai, le Code des assurances oblige à ce que le mineur soit signataire de la demande de souscription. Ça, c'est un premier point. Mais on l'a évoqué notamment au regard du pacte adjoint. Parfois, quand il y a eu donation des sommes qui vont être investies sur le contrat, on peut très bien imaginer que le donateur, via un pacte adjoint, ait souhaité que les sommes données échappent à l'administration légale. Auquel cas, il a pu nommer un tiers administrateur. Donc, et ce tiers administrateur-là qui va représenter le mineur dans le cadre de ces opérations de souscription. Donc, tout dépend de la configuration qui est retenue. Mais normalement, les parents, par principe, exercent l'administration légale du patrimoine des enfants et devraient être les signataires des documents de souscription. Une autre question, quand on a donné 30 000 € à ses enfants, première donation Sarkozy, quelles sont les règles pour pouvoir donner à nouveau? Alors, faut attendre que alors là, l'abattement n'a pas été consommé intégralement, donc il faut regarder le montant de l'abattement qu'on peut encore mobiliser
si on souhaite effectivement optimiser fiscalement la transmission. Et si l'abattement a été intégralement consommé, malheureusement, il faudra attendre que cet abattement se reconstitue. Cet abattement qui se reconstitue par période de 15 ans. Donc voilà. Autrement, il y a tout à fait la possibilité de donner à nouveau, mais là, effectivement, comme nous n'avons plus d'abattement, il y aura une taxation qui sera appliquée. Exactement. Mais vous voyez, on peut quand même utiliser, et notamment, comme nous l'avons vu juste avant, que le barème des donations est progressif, on peut tout à fait donner de l'argent en franchise totale d'imposition, notamment au travers des abattements que nous a expliqué Johan, mais on peut quand même donner un petit peu d'argent avec un taux d'imposition qui reste quand même très faible lorsque l'on est sur des montants qui n'est pas trop élevé. Donc ça, c'est bien évidemment au cas par cas et à voir avec votre conseiller en gestion de patrimoine. Et vous aurez toutefois la possibilité de donner quand même plus que le montant de l'abattement avec une facture fiscale, si je puis dire, qui n'est pas si importante que cela. Exactement. Autre question, comme les fêtes de fin d'année seront sans doute vécues dans un contexte plus pragmatique et peut-être un peu moins festif que d'habitude, quels produits préconisez-vous pour aider un enfant, petit enfant, parmi ceux cités juste avant? Alors, je vais répondre à cette question-là. C'est vrai que on l'a vu, il y a les dispositifs presque d'épargne de court terme, leur compte jeune, leur livret jeune, notamment pour nos enfants qui ont plus de 12 ans, et puis après, des solutions d'épargne à plus long terme pour avoir plus de visibilité sur leurs projets plus structurants dans leur vie. Nous avons vu l'assurance vie et nous avons vu la capitalisation et le PER. Et notamment dans cette période où on est confiné, où on recherche peut-être d'avoir ce côté flexible parce qu'on n'a pas envie de s'embarquer dans des projets peut-être trop encadrés. C'est là où on voit que l'assurance vie prend tout son sens. Et comme nous l'a expliqué Johan au tout début de la présentation, la possibilité de verser de l'argent sur le contrat d'assurance vie quand on le souhaite, mais également pouvoir récupérer cet argent-là à tout moment si on en a besoin, c'est là où on voit le côté très flexible, très couteau suisse de l'assurance vie. Et je pense que pour répondre à cet auditeur, l'assurance vie aujourd'hui prend tout son sens pour accompagner vous, grands-parents, parents, mais également nos petits-enfants et enfants dans leur projet d'épargne. Merci. Deux dernières questions. La première, si j'ouvre un contrat de type assurance vie, PER ou CAPI, comment ai-je la certitude que la fiscalité sera la même et pas remise en cause dans les années à venir? Alors ça, c'est un petit peu particulier. Je vais commencer, puis je passerai la parole aux experts juste après. C'est vrai, comme on vous l'a expliqué, chaque dispositif, assurance vie, capitalisation, PER, a un cadre fiscal particulier et extrêmement favorable, nous l'avons vu. Bien évidemment, on vous parle aujourd'hui de cet avantage fiscal au titre de la fiscalité actuellement en place. Bien évidemment, si vous avez un projet d'épargne à long terme, la fiscalité qui sera notamment appliquée à terme peut effectivement changer. C'est là, Céline, peut-être pouvez-vous nous en parler. On voit effectivement aujourd'hui qu'il y a un cadre fiscal très favorable. Nous avons, quand on fait un petit peu une rétrospective, on voit que la fiscalité était également différente dans le passé. Elle sera peut-être différente dans le temps, mais en tout cas, l'assurance vie a quand même vocation à rester une enveloppe fiscale extrêmement avantageuse. Je pense qu'on le voit au travers de l'enseignement qu'on a pu tirer dans le passé, que même si la fiscalité change, elle reste toutefois extrêmement avantageuse par rapport au panorama des différentes fiscalités d'épargne qu'on peut avoir. Oui, oui, oui. Alors, en cas de vie, en fait, la fiscalité de l'assurance vie reste avantageuse. Concernant la flat tax qui s'applique en cas de retrait, c'est plus les autres produits ou les autres, comment dirais-je, sur les dividendes, les plus-values. En fait, tout est taxé avec le système de la flat tax. Donc, en fait, on pourrait avoir l'impression que l'assurance vie, c'est moins bien qu'avant, mais en réalité, c'est pas elle qui a une fiscalité plus lourde, mais les autres produits qui se sont alignés. Après, l'avantage qui continue d'être vraiment très important en matière d'assurance vie, c'est la fiscalité en cas de décès. Alors là, on peut se poser la même question. Est-ce que ça va toujours durer? Clairement, on ne sait pas, mais ce dont on est sûr, c'est que c'est quand même un produit très privilégié depuis longtemps. Certes, la fiscalité s'est un petit peu alourdie, mais ça reste quand même, on peut tout à fait penser que c'est un produit qui restera quand même privilégié et avec une fiscalité douce. Donc
Il n'y a rien à faire pour en être sûr, mais bon, je ne suis pas trop pessimiste sur ce plan. Et d'ailleurs, peut-être pour compléter cela, quand je vois par exemple les problématiques de nos clients, notamment s'ils veulent se constituer une épargne, qu'ils veulent passer sur de l'immobilier, bien effectivement, s'ils achètent de l'immobilier en direct, les revenus issus de ces placements immobiliers, que l'on appelle des revenus fonciers, sont quand même taxés par un progressif de l'impôt sur le revenu. Donc, au titre de votre marginal, qui sera en règle générale des niveaux de taxation supérieurs à ce que vous aurez dans le cadre de l'enveloppe d'assurance vie. Rappelons que pour la flat tax, comme vous l'a dit Céline, flat tax est 30%, mais l'imposition ne représente que 12,8% et il y a 17,3% prélèvements sociaux. Donc c'est vrai que l'assurance vie, quand même, quand on extrapole un petit peu dans le cadre de l'ensemble des fiscalités que l'on peut avoir sur le patrimoine et sur les solutions d'épargne, reste quand même, grâce à la flat tax, une taxation extrêmement avantageuse. Et on l'a aujourd'hui, la flat tax a vocation encore à durer parce que c'est dans ce sens qu'elle a été instaurée. Donc l'assurance vie gardera cette souplesse sur la fiscalité durant sa vie, ce qu'on appelle la fiscalité des rachats. Et rappelons qu'on paye cette fiscalité que quand on récupère l'argent qu'on a placé dans le contrat. Et ça reste bien évidemment, on l'a compris également au travers des explications de Johan tout à l'heure, une enveloppe fiscale extrêmement avantageuse sous la transmission par succession, de par ce mécanisme de la stipulation pour autrui. On pourra d'ailleurs un petit peu en parler si vous avez des questions. En tout cas, n'hésitez pas à aborder ces sujets à votre conseiller en gestion de patrimoine chez Alta Profit. On pourra vous expliquer également tous les avantages successoraux, enfin l'ensemble des avantages fiscaux liés à la succession de l'assurance vie. Merci. Une dernière question pour conclure. Quels sont les montants minimaux pour ouvrir un contrat d'assurance vie ou de PER chez Alta Profit? Faut-il absolument abonder le contrat ou puis-je juste prendre acte? Alors, je vais répondre à cette question. C'est d'autant plus la dernière. Bien évidemment, ça dépend des conditions du contrat. Donc là, je vais répondre par rapport au contrat d'Alta Profit. De l'assurance vie et la capitalisation, le PER, vous pourrez ouvrir des contrats d'assurance vie pour quelques dizaines, quelques centaines d'euros. Rappelons aujourd'hui que le PER chez Alta Profit, vous pouvez l'ouvrir des 100 euros. De l'assurance vie, vous pouvez l'ouvrir également pour moins de 100 euros. Et puis, vous pouvez avoir également des contrats un petit peu plus haut de gamme, accessibles des 300 euros même. Donc, le seuil d'accès est extrêmement faible et donc ça permet à tout type d'épargnants, bien évidemment nos enfants mineurs qui n'ont peut-être pas les mêmes niveaux d'épargne que nous, parents, voire grands-parents, d'accéder à ces solutions-là. Et il y avait peut-être une autre partie à la question que j'ai oubliée, au-delà du seuil d'accès. La seconde partie, faut-il absolument abonder le contrat ou puis-je juste prendre date? Alors, on peut prendre date, comme nous l'a expliqué Lionel et Céline, pour profiter de cet avantage fiscal que propose notamment la fiscalité de rachat de l'assurance vie au-delà de 8 ans. Donc, on peut prendre date, ça c'est primordial et ça fait partie d'ailleurs de l'éducation financière que j'ai parlé au tout début du webinaire, le fait de commencer à sensibiliser nos enfants, nos petits-enfants à cette notion d'épargne, notamment en leur ouvrant un contrat d'assurance vie. Et ensuite, ils pourront ils vont pouvoir l'alimenter à leur rythme. Il n'y a pas d'obligation de réaliser des versements tous les ans. On verse de l'argent dans son contrat d'assurance vie, dans son PER et dans son contrat d'occupation quand on le souhaite et à son rythme.